qu'il me reste de ma camerounité, si on va utiliser comme ça. Et alors, je me suis dit, je vais chercher dans l'histoire du Cameroun, je vais chercher dans mes origines. Et là, je me rends compte qu'il ne faut pas aller très loin. Parce qu'entre 55 et 71 du siècle dernier, il y a eu ce qu'on appelle la grande guerre d'indépendance du Cameroun qui a opposé le Cameroun à la France. Les statistiques les plus clémentes parlent, tenez-vous bien, de 100 000 morts. J'entends, ce n'est quand même pas rien. On parle de torture, on parle d'utilisation de napalm, on parle vraiment de massacres de masse. Et là, je me suis dit, il faudrait que je puisse connaître un tout petit peu plus de cette histoire, voire de produire un roman. Et c'est chose faite, un roman raconté donc par une témoin de l'époque qui a connu ce Oumdiobé, qui est donc le champion de l'indépendance camerounaise. On va en découvrir un petit peu plus sur sa vie à travers l'extrait de ce documentaire qui s'appelle Le Cameroun, une autopsie d'une indépendance. Oumdiobé appartient à cette génération à laquelle la Deuxième Guerre mondiale a laissé l'image d'une Europe qui s'entredéchire et d'une France affaiblie qui ne se serait pas libérée sans le concours de ses colonies. Oumdiobé symbolise alors cette jeunesse qui ne supporte plus l'arbitraire colonial et l'humiliation quotidienne. Tous les hommes sont frères et égaux. Le Cameroun par les Camerounais, pour les Camerounais, répète-t-il alors en sillonnant le pays à pied, à vélo. En 1948, Oumdiobé a 35 ans. Il fonde l'UPC, le premier parti politique camerounais. Il revendique l'indépendance dans la non-violence, à l'image de Gandhi en Inde ou de Lumumba au Congo. Indépendance. Le mot est lâché. Le cri répété se répand à travers le territoire. Oumdiobé devient le porte-parole des sans-voix. Chaque place de marché se transforme en tribune improvisée, d'où le leader de l'UPC peut haranguer les foules qui vont se presser chaque jour, plus nombreuses. Très vite, Oumdiobé sera écouté à l'échelle internationale en même temps qu'il sera harcelé par les autorités françaises. 50 ans plus tard, une archive sonore, 3 photos et ses écrits politiques sont les seules traces qui lui aient survécu. Plus précisément, d'Oumdiobé, il ne reste plus rien aujourd'hui. Il ne reste plus rien, je pense que c'est pas totalement vrai parce que il y a des travaux qui sont faits, des historiens ont travaillé beaucoup. Mais maintenant, le problème se trouve au niveau de la transmission. Oui. Qu'est-ce que fait le gouvernement camerounais ? Il refuse de transmettre cette histoire. Il faut comprendre, il y a des querelles politiciennes et puis la volonté d'asseoir son pouvoir. Mais il faut aussi dire que la France joue un rôle très important sur le déclassement des archives et la Suisse aussi, parce que après l'assassinat de Oumdiobé, il y a eu Félix Roland Moumié qui a été assassiné ici même à Genève. Et on demande toujours au ministère public genevois d'ouvrir les archives afin qu'on puisse en savoir un tout petit peu, chose qui n'est pas faite. On nous demande de passer, il n'y a rien à voir. Oui. Alors justement, une histoire qui est cachée, qui est gardée secrète par des forces encore aujourd'hui au pouvoir, c'est ce que vous dites Max Le Brun. En tout cas, vous dites aussi dans votre livre, on porte des t-shirts d'Oumdiobé aujourd'hui comme pour s'accrocher à un orgueil. Et même mort, il fait encore gagner. L'UPC existe toujours, est très vivant. Oui, alors quand on regarde, j'ai écrit le livre en début 2015 et j'ai fait le voyage en 2014 dans la forêt de la Sanaga-Maritime à Boumnébel. Et il y avait eu quelques mois avant des élections, je pense, communales, comme on dit ici en Suisse, municipales. Et là, dans la Sanaga-Maritime, l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, avait encore gagné. Et il n'y a pas d'autres explications parce que ce parti aujourd'hui, il est réduit tout simplement à peau de chagrin. Donc, si ce n'est la personnalité de Oumdiobé, il n'y a pas d'autre raison qui puisse expliquer le fait que ce parti puisse encore gagner des élections aujourd'hui. Alors, tout votre roman est construit sur le fait que vous allez partir après avec Malinga dans la forêt à la découverte de la tombe d'Oumdiobé. Vous avez envie de le voir. Donc, il a été non seulement assassiné, mais on a coulé du béton sur lui pour être sûr qu'il ne ressort pas. Vous voyez, quand je regarde cette photo, je ressens encore l'émotion que j'ai ressentie quand j'étais là sur cette pierre tombale. Mais il y a une grande frustration, voyez-vous, c'est qu'on ne sait pas s'il est vraiment là. On ne sait pas parce que jusqu'à aujourd'hui, ces femmes sont encore, ou sa femme, elle est encore vivante et ses enfants sont encore là, mais ils ne peuvent pas faire le deuil parce qu'on ne leur a jamais donné le corps. Donc c'est une frustration énorme, vous vous rendez compte, et il n'est pas le seul. Ils sont nombreux comme ça qui ont disparu dans des fosses communes, dont on n'a plus jamais entendu parler, et personne ne veut donner ces petits restes pour permettre simplement aux familles de faire le deuil. Et dans nos traditions, c'est quelque chose d'incroyablement choquant et de violent. C'est d'une violence inouïe. Et pourtant, quand vous appelez votre mère en disant « je vais aller voir
cette tombe, elle vous dit n'y va pas, même les gens qui sont enterrés veulent qu'on oublie cette histoire. Et là, c'est vraiment ma propre mère, j'imagine qu'il me regarde à l'instant. Elle me dit n'y va pas, et elle me donne un proverbe africain, un proverbe camerounais. Elle me dit mon fils, ne mesure jamais la profondeur du fleuve avec ton doigt. Elle me dit c'est une affaire très compliquée. Toi, petit Lobé, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Moi, je dis je peux rien faire. Mais ce que je peux faire en tant qu'artiste, en tant qu'écrivain, c'est d'essayer de travailler sur la mémoire et surtout sur la transmission. C'est pour cela qu'il y a l'image de l'enfant sur la couverture du livre, parce qu'il y a vraiment ce besoin de transmission. Jusqu'aujourd'hui au Cameroun, on n'enseigne pas cette histoire-là. Et c'est fort dommage. Heureusement, votre roman est là, donc pour combler en partie ce trou, et il s'appelle Confidence. Il est paru aux éditions Zoé, vernissage jeudi soir au Bourg à Lausanne, en livre de Sébastien Meyer, et puis disponible dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup, Max. Merci beaucoup à vous, merci. Merci, on salue votre mère. Ah bah oui.